Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au bilan de The Power. Bien évidemment ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'émission dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc qu'ai-je pensé de The Power de manière générale? Alors c'est indéniable, les 2 premières semaines étaient pour moi les meilleures de toute l'émission. Il n'y avait pas de meublage, c'était tout nouveau, donc forcément c'était assez intriguant. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient et des choses intéressantes, même si à la fin de la première semaine je voyais déjà de la manipulation de la part de la prod, parce que je pensais que en fait Océane allait deviner que c'était Mai-san le power player de la semaine. Et au final je me suis totalement planté. Alors j'ai été extrêmement content de m'être planté, parce que ça prouvait que justement W9 pouvait ne pas nous manipuler. Ils peuvent nous proposer des choses pas forcément truquées, et c'est ça moi que j'aime le plus dans les télé-réalités. Il y a eu également la 2e semaine avec Eddie, où là c'était un peu plus sujet à polémique, étant donné que Eddie avait choisi Yael. C'était le premier gros coup de trahison de l'aventure, et c'est Eddie qui a ouvert le bal. Les semaines suivantes étaient la suite logique des 2 premières semaines, sauf que j'étais beaucoup moins content parce que la prod a commencé à t'instaurer des séquences qui étaient là uniquement pour meubler. Là on commençait à sentir certains épisodes qui tiraient en longueur. C'est vraiment à partir de la 3e semaine que j'ai ressenti ça. Heureusement qu'ils ont eu l'idée de rechanger les règles, d'apporter du neuf à l'émission. Ça a permis de casser la routine, même si au final en y réfléchissant un petit peu, les règles étaient pas toujours juste. Genre par exemple Nicolo qui était seul contre tous, et en plus même les quelques petits coups que la voix avait fait. Concernant les jeux, pour les indices, il y avait des semaines où il n'y avait pas de versus et d'autres où il y avait 3 indices au lieu de 2. Ça c'est l'un des éléments principaux que j'ai pas apprécié dans cette émission. Encore une fois ce n'est que la saison 1, à voir ce qu'ils vont faire par la suite. Mais j'espère qu'ils vont rééquilibrer un petit peu plus le jeu, parce que même concernant les indices, t'avais des indices qui étaient impossibles à trouver. Je me souviens encore du coup avec Gordon Ramsay, et même l'indice concernant Pascal, où il fallait carrément décoder le truc pour comprendre qu'en fait c'était 98 qui était en fait l'année de naissance du fils de Pascal. Ça j'ai trouvé cette logique complètement conne, et je pense qu'en fait ils se sont énormément inspirés de Secret Story. Pour rappel, avec Joe on en discute tous les vendredis soirs, et c'est bien évidemment disponible sur YouTube si jamais ça vous intéresse. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien c'est parce que les indices c'était des indices qui étaient assez vagues, sauf que dans Secret Story ça marche. Pourquoi? Eh bien parce que l'indice en question est directement relié à une personne. C'est-à-dire que même si c'est un indice ultra farfelu, tu sais que c'est en rapport avec cette personne-là, et tu sais que donc tu dois le cuisiner. Là dans The Power, les rôles sont complètement inversés, puisque en fait on ne connaît pas l'identité du power player, et surtout si les indices sont trop détaillés, voire carrément, et ça arrivait plusieurs fois, que ça pouvait prêter à confusion, bah du coup ça veut dire que le power player n'est quasiment jamais impacté. Combien de fois c'est arrivé où justement t'avais un power player qui avait laissé échapper un indice, et où au final ça avait aucune répercussion sur lui. D'ailleurs je parlais de Secret Story, et qu'est-ce qui me fait également penser à cette émission? Bah c'est tout simplement le délire de la voix. Alors là ils l'ont un petit peu remanié, c'est une intelligence artificielle, et ils ont dessiné une sorte d'hologramme en forme pyramidale. Donc oui bien évidemment il n'y a pas de problème de droit d'auteur, c'est une émission totalement originale, mais qui s'est quand même pas mal inspirée de Secret Story je trouve. N'hésite pas toi à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Sinon début d'émission très sympa, malgré un petit hic que je trouve, c'est le schéma, parce que en fait ils auraient pu instaurer exactement comme dans Secret Story un schéma type, c'est-à-dire qu'on suivait semaine par semaine, où au début de la semaine c'était le power player qui était désigné, et à la fin de la semaine t'avais une élimination, voir si tu veux terminer l'élimination pour l'indice, tu veux conserver ton cliffhanger de week-end. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils avaient fait la première semaine, sauf qu'ils ne l'ont pas respecté par la suite, puisque c'est parti un petit peu dans tous les sens. C'est ce que je t'ai dit, ils ont commencé à meubler, ce qui fait qu'on a perdu, je pense, une semaine facile d'émission juste à cause du meublage. Bah oui, puisque ça se décalait à chaque fois de un jour, et comme par hasard c'est terminé un vendredi. Donc là je dois quand même reconnaître que j'ai été pas mal déçu du rythme dans un second temps, et c'était encore pire avec la phase finale. Là c'est vraiment un gros carton rouge à la prod, puisque ils ont décidé que non seulement les demi-finales ils allaient être étirés en longueur un max, vraiment essorer chaque seconde d'épisode. Et comment est-ce que tu peux faire ça? Eh bien c'est tout simple, en fait tu racontes
3 fois la même histoire. Alors c'est pas la même histoire parce que ce sont des couleurs différentes, sauf que automatiquement dans chaque histoire il y a des nœuds qui se forment. Bien évidemment ils sont toujours ensemble dans la villa et donc ils vivent exactement les mêmes choses, ce qui fait que nous il y a certains passages qu'on a revus et on a revu même 3 fois ces passages là. Je repense notamment à la blague de Nico concernant le caviar avec Maïsan et Carla lors du dernier repas, et c'était drôle une fois, sauf qu'au bout de la 3e fois ça m'a un petit peu fait chier, très franchement. D'autant plus, et c'est ça vraiment que moi je ne pardonne absolument pas, parce qu'ils t'ont bombardé de flashbacks et même des flashbacks totalement inutiles, parce qu'il y a un flashback qui date littéralement de 5 minutes en arrière. Ah, ça j'avoue que j'ai eu du mal à le digérer hein. En fait je vois ça comme un immense doigt d'honneur tendu par la prod, parce que en me faisant ça c'est comme s'il me disait que j'étais trop con pour me rappeler. Bah oui, puisqu'il me montre un flashback, c'est comme si moi avec vous je vous faisais ça, c'est comme si moi avec vous je vous faisais ça. Alors ça te fait chier ou pas? En tout cas moi oui, ça m'avait bien fait chier, mais ce n'est encore rien comparé à la finale que j'ai trouvé vraiment totalement frauduleuse, puisque cette grande finale de The Power, qui est censée, je le rappelle, être une émission basée sur les enquêtes, eh bien se joue totalement sur du hasard. Alors bien évidemment que c'est pas uniquement du hasard, c'est pas 100% du hasard, mais il y a quand même une énorme prépondérance de chance là-dedans, puisque ça se joue essentiellement sur le bluff, et donc il n'y a aucune place à l'enquête, c'est vraiment toi et ton feeling, ce qui est un petit peu la définition de la chance. Et le grand vainqueur de The Power, comme vous le savez tous, a été Nicolas, et là c'est là où j'ai trouvé vraiment que c'était une honte absolue, puisque même s'il mérite par rapport à sa finale, parce que c'est vrai qu'il avait très bien joué, et oui bien évidemment je l'ai trouvé également extrêmement touchant, j'aime beaucoup Nicolas hein, en réalité, mais pour moi si tu fais le bilan de toute son aventure, il mérite absolument pas la victoire. Il a été à côté de la plaque du début jusqu'à la demi-finale, il a jamais été cible, il a jamais été power player, il a jamais été en danger de toutes les missions sauf une seule fois, c'était lors des demi-finales, et même pour se qualifier en finale il a eu besoin de l'aide de Marois. Pour moi c'est l'une des personnes qui mérite le moins, et la deuxième personne qui méritait le moins par rapport justement à cette finale, et bien c'était Kumba, qui a également été finaliste. Comme je l'avais dit dans ma vidéo, les 2 joueurs qui sont censés être les 2 meilleurs joueurs de The Power, et bien moi je les considère comme étant les pires joueurs de l'émission, et rien que par rapport à ça je trouve que c'est une immense escroquerie. Pour moi encore une fois ça aurait été Marois qui devait gagner The Power. Pour moi c'est clairement elle qui méritait le plus, c'est elle qui a fait les meilleures enquêtes, elle a jamais été power player alors que pourtant son alliance était tout le temps en danger. Donc oui, pour moi le résultat de The Power est une énorme escroquerie, et pour cause, en fait c'est uniquement à cause des règles de base. Dans l'esthétique et un petit peu sur le principe des indices, je t'ai dit que ça ressemblait pas mal à Secret Story, mais dans le concept même du jeu ça ressemble beaucoup aux traîtres. Et qu'est-ce qui marche justement avec les traîtres? Eh bien c'est tout simplement le fait que tout le monde peut être en danger et que du coup tout le monde a peur pour sa place, donc ils font tous partie de l'enquête, et le fait que tout le monde soit investi dans les enquêtes, ça apporte énormément de choses pour l'émission, puisque ça signifie qu'il y a personne qui est mis de côté, alors que là globalement à part la cible et le power player, bah ça tournait d'ailleurs essentiellement autour d'eux, toutes les personnes à côté avaient l'air de s'en battre mais royalement les couilles. En plus il y avait même des stratégies qui étaient mises en place au début où ça voulait pas partager les indices, ce qui n'a absolument aucun sens parce qu'il y a que un seul power player. Pour rappel, ils étaient 2 à gagner l'indice, donc le concept de base fausse malheureusement le jeu, appuyé en plus par des stratégies et des alliances qui ne servaient absolument à rien. Et d'ailleurs comparé aux traîtres, t'as vraiment l'impression que les joueurs sont tous à côté de la plaque, ils sont tous nuls en enquête, sauf Marois quand même. Et je trouve ça dommage parce que justement s'ils étaient main dans la main, ils auraient pu collaborer et potentiellement trouver plus de power players ensemble, parce que à la base être power player c'est censé être un fardeau, sauf que quand tu vois l'émission t'as l'impression que au contraire il faut être power player en fait. Bah oui, puisque la probabilité que ce soit toi que ta cible choisisse en fin de compte elle est assez réduite, en plus avec des indices qui te mènent la plupart du temps sur des mauvaises pistes, et le tout bouclé par des pouvoirs qui parfois sont inutiles et parfois sont quand même extrêmement puissants. Rien que dans ce que je viens de te dire en fait il y a un problème d'équilibrage. Et d'ailleurs concernant les pouvoirs, il y avait des pouvoirs bon qui étaient pas très utiles, c'était plus des inconforts. Par contre il y a un pouvoir qui m'a quand même pas mal marqué, c'était le pouvoir où justement t'avais Eddie et Marois qui devaient travailler à la ferme, et ça m'a beaucoup marqué parce que avec ce pouvoir j'ai clairement vu un job des vacances des anges et toutes les émissions qui en découlent hein, les anges, les Marseillais, enfin bref le principe avec un job. Et en fait
fait avec ces émissions là ça marche parce que c'est le principe du jeu, c'est le principe de l'émission. Tu pars en job, si tu échoues potentiellement tu dégages. Sauf que là c'est pas le but, et s'ils avaient fait mal leur job ou même admettons ils l'auraient pas fait, qu'est-ce que ça aurait changé pour eux? Bien évidemment ça devait être un pouvoir d'inconfort, mais il y a quand même une énorme différence entre le fait que tu taffes un petit peu dans une ferme et le fait que tu doives dormir pendant une semaine dans un KGB en fait. Et d'ailleurs le délire du KGB c'était quand même assez gros quoi, on dirait vraiment des grosses princesses, surtout qu'on venait de sortir des apprentis aventuriers quand même hein, je le rappelle. Du coup en comparaison c'était du 4 étoiles et ça m'avait aussi beaucoup énervé. À un moment donné c'était un truc de dégustation et c'était censé être dégueulasse, sauf qu'en fait il y avait absolument rien de dégueu, il y avait pas de verre, il y avait pas d'araignée, enfin bref c'était pas des produits locaux. Je rappelle que le tournage s'est effectué en Espagne et en fait bah, c'était simplement la nourriture comme chez nous. Alors ok une langue de bœuf ou une cervelle de je sais pas trop quoi, ok ça peut dégoûter, mais je veux dire des cuisses de grenouille, je veux dire un œuf, ta Marois qui était écœurée parce qu'elle devait manger un œuf cuit dur quoi. On venait de sortir des apprentis aventuriers, même elle a fait des apprentis aventuriers. Enfin bref je dois avouer que ces passages m'ont pas mal énervé parce que c'était totalement scripté. Je dis pas que la prod a demandé aux joueurs de jouer comme ça, mais c'est clair qu'ils se donnaient un rôle et c'était évident à 10 000 km. Enfin bref c'était une émission qui était très sympa au début. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a apparemment une saison 2 qui est prévue. J'espère qu'ils vont remodeler justement leur système, qu'ils vont voir les points faibles et qu'ils vont essayer de les corriger. Et surtout par pitié faites autre chose avec les phases finales. Mais sinon je trouve que l'émission est très prometteur. J'étais quand même content encore une fois au début. Je suis déçu en fait que ça s'est pas poursuivi dans cette voie là. Mais sinon un petit point concernant les candidats. Il y en avait beaucoup que je connaissais. Bien évidemment le Lord Nicolas, le grand chef du RDM. Bien évidemment que je le connais. C'est un gros nounours. Je l'aime beaucoup. Je voulais pas qu'il gagne mais je l'aime quand même beaucoup parce que humainement c'est une très belle personne je pense. Il y avait aussi Gab qui est le grand vainqueur des apprentis aventuriers qu'on avait vu juste avant. J'étais un petit peu déçu quand même que Luana n'était pas là. Il a Maïsan, mon bébé d'amour comme vous le savez. Je la connais bien évidemment depuis très longtemps mais on l'avait vu notamment sur la chaîne avec les 50 saison 2. Une véritable déesse. Maïsan d'ailleurs que j'ai pas dit mais qui a été 3 fois power player. Là par contre à la fin j'en pouvais vraiment plus. Ça aussi c'était une théorie qui avait circulé puisque on se demandait est-ce que c'est vraiment le fruit du hasard ou est-ce qu'au contraire ça a été prévu par la prod. Alors là on est purement dans la théorie, il n'y a aucune preuve qui peut confirmer ou infirmer ces informations, mais moi j'ai quand même envie de croire qu'en fait c'était le fruit du hasard. Je laisse toujours le bénéfice du doute. Il y avait aussi Carla Moreau que je connaissais avec les Marseillais. Elle avait un petit peu mis sa carrière en stand-by hein, notamment à cause de l'affaire de sorcellerie. D'ailleurs j'ai cherché un petit peu sur internet et en effet c'est des choses assez graves. Je peux comprendre aussi pourquoi elle avait fait profil bas. Et pendant que j'y pense, avec le recul, je crois avoir compris pourquoi ils avaient fait ça lors des 10 ans des Marseillais. Car pour fêter les 10 ans des Marseillais, ou peut-être que c'est les 15 ans, je sais même plus, ils avaient fait venir des comédiens et l'une des comédiennes avait justement fait ce délire de sorcellerie. T'avais Maëva Guénam qui hurlait comme une arracheuse de dents. Et donc là, dans mon cerveau, le puzzle s'est un petit peu refait. Je pense que en effet, c'était plus un clin d'œil par rapport à ça. En tout cas, c'est quand même un petit peu méchant de la prod. Tu avais aussi Eddie que je n'ai jamais vu dans Secret Story, mais par contre, je l'ai déjà vu dans la bataille des couples, il me semble. J'avais aussi vu dans les vacances des Anges 4 et j'avais adoré ce mec. Je le trouvais vraiment trop gentil, même si là, il a montré une facette de sa personnalité que j'ai pas du tout appréciée, notamment le coup de gueule qu'il avait fait envers Kumba alors qu'il a fait exactement la même chose à Yael au début d'aventure. Enfin bref, ça, j'avais pas aimé. Après, dans tous les cas, les tensions se sont apaisées. Il a juste réagi sous le coup de l'émotion. Puis ensuite, tu avais également Nicolo que moi j'avais découvert dans Des Couples Parfaits, mais il avait également participé aux 50. Lui, bien évidemment, j'adore ce mec, il me fait beaucoup trop rire. Et pour info, il est extrêmement humble, je trouve, puisque il m'a répondu. Il m'avait répondu sur un commentaire TikTok, il m'avait même retweeté sur Twitter. Il m'a aussi follow au passage. Tu avais également Marois, que là par contre je suis beaucoup moins fan, mais finalement, il faut quand même le reconnaître, je pense qu'elle a quand même le cœur sur la main. Elle a l'air d'être une petite peste, mais dans le fond, je pense qu'elle est comme ça plus en réaction. Genre si elles se sont attaquées, forcément elle doit se défendre. Elle avait fait preuve de beaucoup d'humanité lorsqu'elle s'est vengée sur Gab. On sentait toute la peine de Gab et du coup ça avait affecté Marois. Alors bien évidemment, quand Gab l'a insulté dans tous les sens, elle a répondu, ça c'est une réaction totalement normale. Et ce qui m'a moins surpris, mais qui m'a quand même impressionné, c'était sa faculté de détective, parce que pour moi, encore une fois je te le rappelle, c'est la grande gagnante de The Power. C'est clairement pour moi la plus
plus forte, c'était celle qui enquêtait le mieux. Je sais pas comment elle aurait joué en tant que power player, je pense que ça aurait pas été fameux. Mais en même temps, c'est une grosse pression. À part Mai-san qui avait quand même commis quelques erreurs, il y en a vraiment aucun qui ont réellement bien joué le rôle. Il y a eu également les sœurs Elimer où j'étais pas très content parce que en fait, je les aime bien, que ce soit Océane ou Marine, je les trouve touchantes toutes les deux à leur manière. Mais par contre, quand elles sont toutes les deux, franchement, je les supporte pas, je trouve que c'est même infernal. Et c'est là où on a réellement vu la sélection naturelle opérer, puisque la première à être éliminée c'était Océane, et pour cause, bah en fait c'est clairement la plus naïve. Alors la plus je sais pas, mais en tout cas c'était une personne extrêmement naïve, une cible à abattre mais très facilement pour Mai-san, et d'ailleurs elle a très bien joué le coup puisque c'était elle sa cible. T'avais Marine qui voulait aussi sa vengeance et quelque part elle l'a eu, sauf que la voix en a décidé autrement, puisque dans la foulée t'avais Carla qui avait décidé d'abandonner, ce qui fait qu'une personne devait être récupérée et cette personne en question c'était Mai-san, donc elle a pas été éliminée à cause de elle. Et d'ailleurs concernant leur pêchage j'ai été très content puisque justement c'était beaucoup plus équitable je trouvais, c'était un gros coup de gueule que j'avais poussé dans les apprentis aventuriers, puisque là c'était totalement arbitraire, en l'occurrence ici ça l'était pas et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus juste. Il y a aussi eu une légende, une tête très peu commune dans ce genre d'émission puisque c'était Pascal le grand frère. J'ai pas vraiment vu ses émissions, bien évidemment j'ai vu quelques passages parce que c'était extrêmement connu, c'est une légende hein, ce mec bien évidemment. Et en fait lui il m'a énormément énervé puisque le principe du jeu c'est de trahir, sauf que si tu trahis apparemment Pascal est pas content. Alors ça après c'était au début en première partie, mais quand il a été power player là je pense qu'il a compris justement ce qu'il fallait faire. Il a exactement joué le même jeu hein. T'avais aussi Kumba que moi personnellement je connaissais pas puisque je rappelle j'ai vu qu'une seule édition de Koh-Lanta et en fait elle y était pas, mais apparemment c'est une grande joueuse de Koh-Lanta. Elle a tenté 4 fois l'émission et 4 fois malheureusement elle a jamais atteint la finale. Mais en tout cas on voit que c'est une compétitrice, on voit également qu'elle est très forte en tout cas sur les épreuves physiques parce qu'en enquête c'était clairement pas ça. En vrai je la verrais bien dans les apprentis aventuriers tiens, même si j'imagine que pour elle ça doit être du pipi de chat. T'avais aussi Yael qui a pas pu trop briller puisqu'il a été éliminé à la deuxième semaine, mais on va pas se mentir, il était très souvent à côté de la plaque, il était un petit peu endormi même. Alors il me faisait quand même beaucoup rire et je pense que humainement c'était une très belle personne, il avait l'air d'être extrêmement gentil, ce qui est d'ailleurs étonnant pour ma part, puisque je pensais qu'au début avec sa présentation j'allais le détester et au final bah il a été l'un de mes chouchous. Mais ce n'est rien comparé bien évidemment à ma grande chouchoute de l'émission, c'était bien évidemment Shona. C'est la première fois que je la vois, apparemment elle est belge. Alors elle est extrêmement connue, mais je pense qu'elle est plus connue du côté flamand, mais je suis totalement tombé sous son charme car déjà je la trouve très jolie, mais je la trouve surtout hilarante et vraiment sur Instagram il faudrait vraiment que vous la suiviez parce qu'elle te tire des tronches à chaque fois mais ça me fume de rire. Elle est très rigolote et ça m'a fait pas mal de peine par rapport à la petite histoire d'amour qu'elle avait vécue avec Nicolo. D'ailleurs Nicolo est parti vraiment comme un voleur, ça c'est vraiment le truc que j'ai pas du tout apprécié. Bon après il m'avait répondu sur TikTok et il m'avait dit que en fait il y avait quand même eu une explication avec Shona, bon ça s'était fait en off, après c'est leur vie privée, ça regarde que eux. Et t'avais aussi la petite histoire d'amour entre Mai-san et Gab, j'espère au final que ça a été plus loin à l'extérieur, j'espère peut-être éventuellement que au moins il y a une conclusion, mais je les trouvais très mignons tous les deux et ça m'a fait un petit peu de peine quand ils se sont séparés, ça m'a fait aussi de la peine de voir Gab à ce point triste, on sentait qu'il lui manquait quelque chose. Mais sinon ça c'est quand même un gros point positif de l'émission, le casting était 5 étoiles, j'ai adoré ce casting, j'espère aussi que dans la saison 2 on aura un casting à peu près similaire. Pour moi comme je te l'ai dit, l'émission a plein de défauts, ça peut être des petits défauts ou des gros défauts, un petit peu comme les phases finales, mais si jamais ils font réellement une saison 2, j'espère qu'ils commettront plus les mêmes erreurs, j'espère qu'ils corrigeront justement les problèmes liés à la saison 1, tout en conservant forcément les points positifs, mais je pense sincèrement qu'il y a un énorme potentiel avec l'émission. Mais quoi qu'il en soit, bien évidemment je serai là pour parler de la saison 2, j'espère quand même qu'il y aura également Nicolo au casting, j'ai vraiment envie qu'il ait sa revanche, mais ça ce sera pas avant un an, quoi qu'il en soit il a beaucoup de choses à se mettre sous la dent et j'ai hâte justement de les découvrir. Sur ce c'était mon avis sur
sur cette émission. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.